Je pense qu'on est en ligne. Eh bien, Malak, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Alors, j'aimerais dans un premier temps présenter l'association. On est aujourd'hui en présence de Malak dans le cadre de notre activité d'atelier autour de la parole des femmes. Alors, je suis Leïla Oujdat, j'ai fondé Femmes et Diversité, qui est une association qui réalise et produit des outils de communication pour proposer un changement de regard sur la diversité et le féminin dans notre société. Nos outils sont divers. On a 3 grands outils. Le premier, c'est le film documentaire franco-maghrébine Portrait d'une nation française, qui aborde la question de la stigmatisation d'une certaine partie de la population française et comment les femmes peuvent permettre un changement de regard sur cette stigmatisation grâce à leurs engagements politiques, sociaux, économiques et finalement humains. La deuxième partie, c'est une collection de portraits de femmes inspirantes de toutes les diversités, qui sont des portraits de quelques minutes que nous utiliserons dans des ateliers de sensibilisation auprès des écoles et des entreprises. Et l'idée, c'est vraiment de mettre en avant des modèles identificatoires accessibles. Le troisième axe de notre activité, c'est d'organiser une série de débats, paroles de femmes, sur différentes thématiques autour du féminin et de la diversité, parce qu'à mon sens, ce sont 2 axes qui sont des vecteurs de changement et de performance sociétale et économique. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, dans le cadre de cette collection Paroles de femmes sur le leadership au féminin, j'ai le plaisir d'accueillir Malak Bellout. Merci Malak d'être avec nous. Merci à toi. Alors, tu es diplômée en droit international et d'un master 2 en diagnostic sociologique du travail. Tu es aussi certifiée coach PNL et formatrice en management. Ta double culture française et algérienne te donne un avantage certain en termes de management interculturel, ce qui t'a amené à accompagner de grands groupes industriels en management de transition. Tout à fait. Alors, est-ce que tu pourrais, en quelques mots, nous décrire ton activité professionnelle et ton parcours professionnel? Je te remercie déjà, Leïla, de m'offrir cette opportunité de m'adresser à tes adhérents et au public qui te suit. Donc, merci à ton association aussi, Femmes et Diversité. Tu sais que le sujet de la femme est très, très cher à mon cœur et que le sujet de la diversité me concerne directement, comme tu l'as dit, vu mes origines, ma double culture, dont je suis très fière. Pour te parler de mon parcours, tu le sais, il n'est jamais aisé de parler de soi, mais il nous faut le faire. Donc, mon parcours professionnel, suite à la brève présentation que tu as fait au niveau du parcours académique, a été justement dans le droit fil de cette formation académique, c'est-à-dire que j'interviens tant au niveau du coaching professionnel qu'au niveau du coaching personnel. J'accompagne les entreprises dans la mise en œuvre des processus de transition. Je travaille énormément sur la thématique du leadership et de la communication non violente et bienveillante. Et au niveau du coaching personnel, du fait de ma certification, donc en PNL, du Dr Richard Bandler, je me suis intéressée à la neuroscience et comment elle impactait justement notre développement personnel au quotidien, tant au niveau professionnel qu'au niveau personnel. Voilà pour ce qui est justement de mon parcours professionnel et de ma double culture qui m'aide énormément au quotidien à interagir avec différents clients, que ce soit ici en Europe ou en Afrique, 2 continents entre lesquels, avant la Covid-19, je faisais énormément d'allers-retours, mais maintenant, on a su s'adapter et on collabore toujours, mais en digital. Très bien. Et ben, c'est le cas aujourd'hui et le digital peut aussi permettre les échanges et d'où l'intérêt d'être ensemble aujourd'hui en visio. Alors, tu es très investie dans l'entrepreneuriat au féminin. Quelles sont, selon toi, les compétences indispensables pour être une femme entrepreneur? Bon, moi, j'aborde toujours le prisme du féminin. On est d'accord sur ça. Et est-ce que tu pourrais nous décrire les valeurs fondamentales que tu défends dans ton métier de coach ou en tant que manager de transition?
Alors, la question est très intéressante et à l'appel de ma part, je vais te dire la vérité, une double réponse. Lorsqu'on dit femme entrepreneur, c'est un profil très atypique. Effectivement, au-delà du fait de rajouter le E au mot entrepreneur qu'on nous a bien concédé après maintes et maints combats, il faut nous dire que devenir entrepreneur est un nouvel acte de courage de la femme dans sa quête d'indépendance et d'autonomie. Et du coup, je trouve très intéressant de rappeler qu'au-delà des connaissances que nous déployons au service de différentes activités, d'ailleurs qu'on soit entrepreneur ou simple salarié, nous déployons au-delà de ça des connaissances qu'on met au service d'autrui qui, mis sur le terrain, deviennent des compétences et auxquelles nous combinons des qualités certaines d'écoute, de négociation et surtout de transmission. Donc, je dirais que les compétences qui vraiment montrent que la femme a un rôle et un apport certain au niveau de l'entrepreneuriat, c'est déjà cette résilience dont elle fait preuve au quotidien face aux différentes embûches qu'elle rencontre sur son chemin. Et ce n'est pas, bien sûr, un cliché, et tu le sais, tu as vécu cela. Lorsqu'une femme est porteuse de projet, elle rencontre énormément, dans le pire des cas, des rejets, dans le meilleur des cas, des hésitations. Et la femme entrepreneur, s'il y a bien une compétence qu'elle va développer face à ces deux obstacles qu'elle va de toute façon dépasser, c'est justement sa vision des choses, parce que nous avons indubitablement et indéniablement une vision 3D des choses. Pourquoi 3D? Parce que nous avons un passé qui nous a enseigné justement la résilience, nous avons un présent qui nous a appris à montrer que nous avons cette capacité d'adaptation qui nous définit et qui nous caractérise, et nous avons cette vision qui nous permet de nous projeter vers l'avenir. Voilà pourquoi je vois qu'on a une vision 3D. Et surtout le fait que nous ayons ce sentiment d'être un apport certain et non pas un simple ajout dans la sphère de l'entrepreneuriat. Tu m'as posé par la suite, au-delà des compétences, la question des valeurs que je défends. Pour ma part, et c'est un point qui nous unit, Leïla, et c'est pour ça que j'ai plaisir à échanger avec toi aujourd'hui, je ne nie pas le rôle du masculin, mais je l'identifie. Il y a l'entrepreneur masculin, il y a l'entrepreneur féminin. Et parmi les valeurs que je défends, c'est que l'entrepreneur, au-delà du fait qu'il cherche à être autonome et libre, va faire preuve de bravoure et de courage. Je ne dis pas que le salarié n'est ni brave ni courageux, non, au contraire. Mais l'entrepreneur de nos jours, avec le contexte particulier et incertain que nous vivons aujourd'hui, se distingue et brille par son courage et sa force de toujours vouloir présenter, donner, transmettre et partager quelque chose, et surtout de collaborer. Il agit, l'entrepreneur, qu'il soit d'ailleurs masculin ou qu'elle soit femme comme nous, on agit en mobilisant en fait et en mutualisant nos différentes intelligences, surtout notre intelligence émotionnelle. C'est de vouloir donner des solutions, car nous sommes orientés solutions. D'accord, très bien. Donc le courage pour moi, c'est faire avec le cœur. Exactement. Et je pense qu'effectivement, il faut beaucoup de courage pour faire les choses auxquelles on croit. Et a fortiori, lorsqu'on est entrepreneur, on doit être porté par cette foi de ce qu'on fait, et donc la porter dans notre cœur qui est l'essence même de ce qu'on est, de ce qu'on veut réaliser. Voilà. Absolument, c'est notre ADN. C'est notre Exactement. ADN d'entrepreneur féminin. Très bien. Alors, je ne sais pas si tu sais, mais il y a eu un colloque international sur le leadership au féminin il y a quelques jours. C'est tenu en visio. Et Madame Gila Guessous, qui est comédienne, coach et auteure du livre
la psychologie positive parle d'un leadership authentique où la vulnérabilité devient révélatrice d'un management puissant et profond. C'est sa définition du leadership au féminin. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce genre de leadership? Je pense que c'est plutôt dans le contexte voilà, de crise que nous vivons qu'elle utilise cette définition. Mais qu'est-ce que tu penses de ce genre de leadership et quelle serait ta définition du leadership au féminin? Donc, j'ai pris connaissance de ce colloque qui avait pour thème justement central le leadership féminin. On a beaucoup dit, écrit et parlé du leadership au féminin. Parmi les critiques que l'on a reçues, c'était de dire pourquoi voulez-vous genrer le leadership? Et est-ce que le genrer ne tendrait pas à le réduire à une case ou à une catégorie plutôt qu'une autre? Si vous voulez justement mettre en lumière les compétences et les qualités et les valeurs défendues par les entrepreneurs femmes, pourquoi rajouter le mot féminin au mot leadership? J'ai répondu à ces critiques qui rejoignent les débats qui ont eu lieu dans ce colloque, c'est-à-dire le leadership au féminin, dans le sens où Gila Kessous a touché un point sensible de cette thématique qui cristallise les débats en ce moment dans les milieux du management des ressources humaines et ailleurs d'ailleurs, dans le sens où lorsque on nous dit en psychologie positive que c'est un leadership qui est axé sur zéro complexe de la vulnérabilité, je dis oui, mais attention à ne pas mal l'interpréter parce que la vulnérabilité peut être prise par un raccourci d'interprétation comme de la faiblesse. Or, pas du tout. Ce que Gila Kessous, pour ma part, semble nous expliquer, c'est notre leadership, le leadership féminin, est celui de l'authenticité. Comme tu disais tout à l'heure, nous avons le courage du cœur. Et lorsqu'on dit le courage du cœur en psychologie positive, c'est-à-dire rester authentique. Lorsqu'on est authentique, on est entière. Lorsqu'on est entière, il y a l'émotion et l'action. Et dans l'émotion et l'action, c'est accepter aussi de faire part de notre ignorance partielle, de notre émotivité, de notre faiblesse parfois, de notre fatigue. C'est-à-dire que ne nous attendons pas à une entrepreneur Wonder Woman qui tomberait dans le cliché think like a man and act like a woman. Je suis désolée. Think like a woman et act like a woman. On a déjà ce potentiel. Nous n'avons pas à avoir le masque pour dire dans ce milieu-là, dans ce milieu entrepreneurial, on doit penser ainsi et agir ainsi. Ça créerait peut-être en nous une bipolarité qu'on pourrait largement éviter et dont je ne vois aucun effort au jour d'aujourd'hui. Donc, effectivement, je rejoins les propos de Gila Kessous dans le sens où notre leadership féminin est un leadership authentique et cela ne veut pas dire que le leadership en dehors du leadership féminin ne l'est pas. Nous avons juste notre propre approche et notre propre identification et interprétation de l'authenticité au féminin. Effectivement, tu as raison lorsque tu dis qu'on oppose parfois l'homme et la femme et par conséquent, on peut opposer la définition du leadership au masculin, au féminin, en opposant ces termes, ces terminologies. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser qu'une femme, elle fait preuve d'empathie, de bienveillance, etc. Et on oublie son assertivité. Et je pense que c'est important aussi de dire que, et tu l'as dit tout à l'heure, tu l'as touché tout à l'heure en parlant de cette question de résilience et d'adaptabilité dont fait preuve la femme. Et preuve en est, c'est que le leadership, que ce soit au travail ou à la maison, pour ma part, en tout cas, moi je l'ai beaucoup vu parce que j'ai beaucoup parlé à des femmes pendant cette période du premier confinement, c'est que les femmes se sont vite adaptées à leurs conditions de femmes au foyer parce qu'il fallait s'occuper des tâches ménagères, etc., parce qu'elles devaient s'investir de ce rôle-là, mais aussi de profs à la maison, qui était souvent une tâche qui revenait à la mère de famille.
Donc, est-ce que tu dirais que pour toi, le leadership est plus une question de savoir-être que de savoir-faire? Leadership au féminin. Pour être honnête avec toi, effectivement, tu as évoqué des rôles très, très importants qui ont fait de l'humanité ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire reconnaître à la femme source de vie qu'elle a été et qu'elle est et qu'elle le restera un pilier de nos sociétés, quelle que soit la dynamique avec laquelle cette société est en train de muter ou de se mouvoir ou de se développer. Rappelons quelque chose. Au-delà de l'épouse, de la mère au foyer, de la professeure à domicile, de celle qui nettoie et qui cuisine et qui vous crée de facto un environnement pour que votre vie soit agréable à tous les niveaux, la femme, en quelque sorte, a précédé les rôles de manager, de dirigeante et de leader. Je rappelle brièvement, si tu me le permets, que pour ma part, qu'est-ce qu'un manager? Un manager est investi d'un pouvoir qui lui confère justement comme mission de créer l'ordre, là où il peut y avoir du désordre. Un dirigeant a déjà justement ce pouvoir. Ce qu'il fait, c'est qu'il gère l'incertitude. Un leader, de surcroît, une leader femme, a cette capacité d'avoir la vision pour les deux, c'est-à-dire créer l'ordre en tant que manager et gérer l'incertitude en tant que dirigeante. Son étiquette de leader bienveillante, résiliente, faisant parfaitement usage de l'assertivité et de l'empathie que tu as évoquée, lui donne justement cette capacité à englober la sphère du management, de la gestion et du leadership. C'est un savoir-faire et c'est un savoir-être combiné. La femme a cette capacité, sans lui jeter des fleurs, parce que c'est une réalité que nous découvrons au fur et à mesure, sans nier justement nos points faibles que nous travaillons et que nous améliorons au fur et à mesure, mais nous avons cette capacité de faire preuve d'écoute active et de présence bienveillante. Nous sommes fédératrices, nous sommes bonnes négociatrices. Durant la crise de la Covid-19, toutes les études ont montré que les femmes qui avaient en charge la gestion de la crise l'avaient mieux gérée qu'autrui. Et vous avez remarqué, j'ai dit qu'autrui. Je n'ai pas genré la bonne gestion. J'ai juste souligné ce qui a été réellement acté. Donc, pour ma part, c'est un savoir-être et c'est un savoir-faire. Le savoir étant au cœur et la balance même qui donne l'équilibre entre l'être et le faire. Très bien. Alors, on revient à toi. Comment est-ce que tu définirais ton leadership, Malak? Alors, ça serait un peu présomptueux de dire je définis mon leadership. Je dirais juste que pour faire un petit peu de marketing et rester transparente, que dans My Best Coaching, durant les 15 années où j'ai essayé de me développer comme un élément de l'organisation, j'ai une profonde culture de l'entreprise. Je ne nie pas le rôle de l'État, mais j'estime qu'il y a un terrain et une sphère d'intervention de l'État et il y a un terrain et une sphère de l'intervention de l'entreprise, des associations, des ONG, etc., etc. Je définirai le leadership selon My Best Coaching selon les initiales, avec un M, avec un B et avec un C. Du coup, je dirais que le M et le B et le C, ça serait manager pour bien changer. Car le changement, il faut le conduire et jamais le subir. Et qui serait mieux à cette fonction ou à cette tribune qu'une femme avec un grand F? Et il se trouve que MB, c'est Malak Bellout. Eh oui, aussi. C'était fait exprès, My Best Coaching? Non. Je me suis réveillée un jour et pendant mon footing, je me suis dit, quand tu travailles, Malak, le personal branding, il faut vraiment que tu sois aligné avec toi-même. Du coup, allez, qu'est-ce qui te définirait? Et j'étais toujours en train de ressasser ce que me disait mon père.
pour être la best, il faut donner le best de toi-même. Oui, et je me dis, je suis coach avec best, eh ben, c'est my best coaching. Allez, c'est parti comme ça. Excellent. Parfois, hein, quand les choses sont simples, elles sont authentiques. Donc, on va revenir aussi un petit peu. Alors, tu dis manager pour bien changer. Donc, c'est un peu, on va dire, le motto, on va dire ton driving force ou ta force, on va dire. Comment est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de comment ça s'est manifesté dans certaines situations pour illustrer justement ce leitmotiv? Alors, je vais donner un exemple que j'ai vécu sur le terrain dans mon pays d'origine, en Algérie, au sein d'un grand groupe industriel spécialisé dans la céramique. C'est un groupe qui est leader en Algérie, mais comme je n'ai pas l'autorisation de les évoquer, donc ils se reconnaîtront puisqu'ils sont leaders du marché. Et en plus, ils ont fait appel à moi, donc tu auras compris la chose. J'avais pour mission d'instaurer une communication très fluide entre les commerciaux et le service qui s'occupe de la production. Il y avait toujours un décalage entre le service production, et donc quantité, chiffres, etc., et entre ce que les commerciaux étaient en train de promettre aux clients. Le problème venait de quelque chose de très simple. Ceux qui travaillaient à la production étaient des hommes et les commerciaux étaient des femmes. Le service production pensait que c'était aux commerciaux de venir chercher les informations au détail, et les commerciaux sont restés en campé sur leur position pour dire c'est à vous de venir vers nous. Problème d'ego, problème de genre, dans une société qui, je pense, quelque part, même s'il y a eu de gros efforts et que les efforts sont encore en train de se faire, mais dans le milieu du travail, nous pouvons aussi souffrir, là-bas comme ailleurs, de certains clichés, du poids de la perception de qui fait quoi, de qui doit faire quoi, qui doit venir à moi et pourquoi moi j'irai vers toi. Et dans tout ça, dans la polémique ou le débat sur je suis une femme, c'est à toi de me donner l'information, ou je suis un homme, c'est à toi de venir quémander l'information, on oublie l'objectif central, c'est-à-dire développer l'entreprise avec une communication fluide. Lorsque j'ai mis en face à face, dans un premier temps, les chefs de service, il s'est révélé que c'était juste le fait que personne ne voulait faire le premier pas et que par l'intermédiaire justement du coaching et de l'intervention de la formatrice et de la consultante, on a abattu ce mur virtuel qui faisait que notre force est dans le fait de mettre nos égos de côté. Attention au non-dit, faire un premier pas, ce n'est pas se soumettre ou déclarer sa faiblesse, c'est au contraire faire preuve de culture d'entreprise, donc really be corporate, et surtout se dire que lorsque l'objectif de vente est atteint, c'est un résultat d'un travail collectif. C'est le résultat d'une collaboration. Ce n'est ni le fait d'un service, ni le fait d'une personne, ni la marque, ni le produit. C'est un tout. Et c'est là où on voit la force justement de l'intelligence émotionnelle, de la communication non violente et de leadership au féminin. Parce qu'il a fallu intervenir une femme pour dire, si vous ne venez pas à moi, je viens à vous. Ce n'est pas le problème. Mon ego, il est d'un côté. Si on devait schématiser, d'ailleurs je l'avais écrit à l'époque sur un tableau, j'avais écrit le mot ego en lettres majuscules. J'avais juste barré la lettre E pour leur dire, mettez l'ego de côté et go. On a d'autres défis à relever ensemble. Et c'est ce qu'on a fait à la fin de l'accompagnement. Et je trouve que ça conclut bien ce qu'on s'est dit en début d'intervention, c'est que finalement, le masculin et le féminin
sans vouloir, lorsqu'on arrive à trouver cet équilibre, sans vouloir nier l'autre ou l'importance de son action, eh bien, on arrive à une certaine harmonie qui fait que bien, si on joint nos forces, on arrive à obtenir à réaliser cet objectif, que ce soit dans le monde de l'entreprise, politique, etc., là où il y a effectivement des enjeux de pouvoir. Et je pense que c'est ce déséquilibre qu'on connaît dans ces différentes sphères de pouvoir est dû au fait qu'il y a encore trop peu de femmes qui sont présentes et qui prennent leur place finalement. Absolument, je te rejoins sur ça. Il y a deux choses que j'ai remarquées durant mon modeste parcours. Je suis diplômée de sciences politiques à la base, avec une spécialité en relations internationales. Et dès le départ, on voit bien que dans l'histoire humaine, on a toujours voulu créer un clivage homme-femme. Le pouvoir pour l'homme, l'exécution pour la femme. C'est faux. Alors que lorsqu'on va dans le monde de l'art, de la littérature, on voit que les meilleures créations qui ont fait et qui font toujours les beaux jours de l'humanité sont faites grâce à la collaboration de l'homme et de la femme. Comme tu le disais tout à l'heure, il y a une harmonie, il y a une complémentarité, il y a le fait de se nourrir mutuellement les uns des autres. Ce que je vois aujourd'hui, dans la faille qui persiste encore, même si on essaye de travailler à la combler, c'est de croire que la diversité est un danger pour des modèles déjà préétablis ou des philosophies déjà reconnues, identifiées ou ancrées. Je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, face à la crise, la diversité est une richesse qu'il faut utiliser, qu'il faut capitaliser et qu'il faut optimiser. Et ça, seulement à mon sens, modestement parlant, j'assume ce que je vais dire, seule une femme est capable de le dire. Parce que c'est elle qui a subi, c'est elle qui a vécu le clivage, le fait de l'écarter de certaines opportunités en lui disant « ton tour viendra, ça c'est pas ton secteur, je pense que tu ne supporteras pas la pression ». C'est faux. À chaque fois qu'on a donné la possibilité aux femmes de faire, elles ont fait et elles ont fait plus qu'il n'était attendu d'elles-mêmes. Effectivement, bah écoute, je pense que ça conclut assez bien notre échange, sauf si tu veux terminer, si tu as des choses à ajouter. Non, je trouve que ce que tu proposes, comment je t'ai découvert sur le réseau LinkedIn, quand je suis émue par un post, par un écrit, par un projet, je le dis et je l'assume. Femmes et diversité me touche au plus haut point parce qu'il faut avoir du courage pour mettre, comme tu le fais, les autres sous la lumière. Ce qui nous fait défaut aujourd'hui, on en a parlé, je crois, Leïla, avant, c'est que au-delà des embûches qu'on a classiques, il y a un défaut d'unité et de sororité entre nous. Tout à fait, oui. On est d'accord. Qu'il nous faut aussi soulever et dire un peu de solidarité entre nous, les femmes, pour dénoncer ce qu'il y a, serait un plus dans notre chemin pour l'autonomie, la liberté, l'amélioration et l'excellence. Pour avancer ensemble avec un grand E, et ce E, on y tient, et on le rajoute pas seulement à des fonctions, mais on le met aussi au début, c'est-à-dire ensemble, en se tendant la main et en accueillant l'autre dans ce qu'il a de différent, dans ce qu'elle a de différent et dans ce qu'elle a de beau à apporter. En fait, finalement, pour moi, le leadership, c'est vraiment le leadership au féminin, en tout cas, c'est aussi d'être en capacité de se défaire de ces injonctions sociales, ces injonctions familiales, traditionnelles, qui veulent enfermer la femme dans ses carcans, dans ses rôles. S'affranchir de ça, pour moi, c'est un acte de courage et ça montre un vrai leadership. Le leadership, c'est aussi valoriser ce qu'on veut faire, réaliser ce qu'on veut faire et le mettre en action. Parce qu'en se mettant en action, justement, on inspire
les autres. Et le vrai leadership, pour moi, c'est inspirer l'autre. C'est lui donner la possibilité de regarder ce qu'il peut lui-même faire à son niveau. Parce qu'on a tous ces potentialités, on a toutes ces capacités, il suffit simplement de les valoriser et de se mettre en marche. Parce qu'au final, il faut se mettre en marche, il faut se mettre en action. Donc, je te remercie pour ce retour très, très inspirant, Malak, parce qu'on sent que tu es une femme de terrain, une femme d'action. Et ton témoignage, j'en suis sûre, inspirera beaucoup de personnes, femmes et hommes, sur la valeur de réfléchir à ce qu'on veut faire et à comment on se met en marche et en action. Alors, je ne sais pas si tu veux terminer, mais j'aimerais juste dire une chose. L'essentiel, c'est de se faire confiance à soi. Et j'aime beaucoup une phrase d'Oscar Wilde qui dit que soyez vous-même parce que les autres sont déjà pris. Et je pense qu'il faut partir de soi pour aller vers les autres. Il faut partir de ce qu'on veut faire pour se mettre en marche et inspirer les autres et leader les autres vers la réalisation de soi finalement. Tu viens de donner la meilleure définition du leadership au féminin, c'est-à-dire être soi-même. Absolument. Je te remercie pour cet échange, Malak. On aura l'occasion d'échanger à nouveau. On va faire une petite collection de portraits, de débats autour de ces questions de leadership au féminin et autour de la question de la diversité. Donc, je te recontacterai probablement pour parler d'une autre forme de leadership. Je te remercie pour ton temps et pour ton énergie et pour ce que tu nous communiques, cette manière très, très pragmatique et très inspirante de nous faire prendre conscience de la valeur de ce qu'on a et de comment cette valeur-là, on peut la mettre à contribution et la faire valoriser dans le collectif, dans un engagement collectif. Merci beaucoup à toi aussi, Leïla, et merci pour tout le travail que tu fais aux côtés de tes équipes dans Femmes et Diversité. Je ne peux que vous encourager à continuer parce que vous nous apportez beaucoup. À vos côtés, on apprend, on s'améliore. Et merci aussi à tous les hommes qui nous soutiennent parce qu'il ne faut pas oublier que le leadership féminin aujourd'hui, il en est arrivé là grâce aussi au soutien de grands hommes qui nous ont entourés de leur courage et qui nous ont portés par leur bienveillance. Donc, merci à tout le monde. Merci, Malak, et à très bientôt. À très bientôt, Leïla.